Et donc, je vais accueillir Benoît Gélin, donc, qui est maître de conférence maintenant à Rennes, je ne fais pas d'erreur, un pas après l'autre, bilan des dernières années et prospective autour de la connaissance des abeilles. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien déjà ? Alors, merci de l'organisation de ce congrès, merci à la société, merci pour l'invitation. Moi, je vais vous présenter un effort immense et concerté d'amélioration de la connaissance autour de la biodiversité des abeilles sauvages en France, qui a lieu depuis environ 10 ans maintenant, et qui nous a permis des grosses avancées ces dernières années, et surtout dans les années qui vont venir, sur des questions purement faunistiques, vraiment autour de la connaissance des abeilles sauvages. Alors, la plupart du temps, moi je suis spécialiste des abeilles sauvages, la plupart du temps quand on me demande dans quel état sont les populations d'abeilles sauvages, c'est ça que je leur réponds. C'est pas la grande forme. Elles sont pas dans une bonne forme, ces populations d'abeilles sauvages. Seulement, il y a à dire ça. Il y a les milliers de références dans la littérature qui nous disent ça. Mais il y a aussi pouvoir l'objectiver à l'échelle d'un continent. Et ça, l'objectiver à l'échelle d'un continent, c'est un travail immense qu'il faut faire. Et pour ça, il faut avoir de nombreuses données et coordonner de nombreux chercheurs et de nombreux scientifiques. Et c'est ça un peu le gros travail, la grosse lame de fond qui est en train de se passer à l'échelle européenne. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Moi, j'ai commencé ma thèse en 2009. Et en 2009, cet article qui a été publié par Brown et Paxton donne cette phrase-là: si nous ne savons pas où les espèces vivent et à quel point elles sont abondantes, nous ne pourrons pas objectiver leur déclin, ni prioriser des mesures de conservation pour sauver leur biodiversité. Et cette phrase-là, en fait, je la répète un peu comme un mantra très régulièrement. Je me dis, mais en fait, tant qu'on ne saura pas ça, qui sont ces espèces, où elles vivent, à quel point elles sont abondantes, on ne pourra pas savoir si elles vont bien ou pas et prioriser des mesures de conservation. Et puis, il y a un autre papier que j'aime beaucoup, qui est sorti l'année dernière. C'est des collègues belges qui l'ont écrit. C'est un papier qui fait le bilan de tous les shortfalls. Donc, les shortfalls, c'est les manques de connaissances que l'on a sur ces pollinisateurs sauvages. Alors, je vous rassure, ça touche tous les groupes d'insectes et puis même, je pourrais dire, ça touche tous les groupes du vivant, cette figure-là. On pourrait l'appliquer vraiment à tout, mais moi je l'aime. Ce papier est écrit sur les abeilles, donc ça me parlait particulièrement. En fait, ils lisent donc tous les manques de connaissances que l'on a. Alors déjà, le fameux linear shortfall. Donc on ne sait tout simplement pas combien il y a d'espèces d'abeilles. On ne sait pas. À l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, entre 20 000 à l'échelle mondiale et 25 000. En Europe, autour de 2 000. Et puis en France, on ne savait pas, ou en tout cas, on n'a pas la connaissance exacte. Le Wallacean shortfall, c'est leur distribution. On ne sait pas où elles vivent à l'échelle d'un continent, à l'échelle du monde. Si une même espèce peut se retrouver à la fois en Grèce, et puis en Espagne, et puis dans d'autres pays. Le Darwinian shortfall, c'est leur relation phylogénétique. Tout simplement, on ne sait pas quelle espèce est la plus proche de qui dans l'arbre du vivant. Le Prestonian shortfall, c'est leur rythme de vie. On ne sait pas à quel moment elles sortent, à quel moment elles sont actives, à quel moment... Non, c'est n'importe quoi. Le Prestonian shortfall, c'est leur dynamique de population. On ne sait pas si elles sont en déclin ou si elles sont en croissance. Roncarian, c'est leur trait écologique, avec qui elles interagissent, avec quel type de plantes elles interagissent, où elles nidifient. Le Lutchinsonian, c'est leur niche écologique. Eltonian, c'est leurs interactions avec les plantes à fleurs. Et enfin, le Kirtonian, c'est on n'a pas de documentation sur eux. On n'a pas leur documentation génétique et on n'a pas leur documentation photographique. Pour plein d'espèces, on n'a aucune photo de leur existence. On n'a aucune preuve de leur existence sur la planète pour l'instant, et encore moins un individu dans un musée ou une référence correcte de savoir comment trouver cette bête-là. Et pourtant, c'est pas faute d'accumuler de la connaissance. Ça, c'est un papier qu'on a écrit avec pas mal de collègues et qui est sorti en 2020, qui disait un peu le contexte de la connaissance autour des abeilles sauvages en France et en Belgique. Et on faisait un peu un travail bibliométrique sur ces pollinisateurs-là, et puis on listait un peu tous les manques de connaissances que l'on avait. Alors vous voyez qu'en Europe, on a publié 12 283 papiers sur les insectes pollinisateurs sauvages, les abeilles sauvages et leurs menaces, les principales menaces qui pèsent sur elles. Donc 12 000 papiers. À l'échelle française, rien qu'à l'échelle française, on a 1235 papiers entre 1975 et 2016 qui traitent spécifiquement des menaces sur les communautés d'abeilles sauvages. Donc la quantité de la littérature qui est accumulée, elle est très vaste. Néanmoins, ce qu'on a aussi listé, c'est que
En France, la dernière mise à jour de la liste taxonomique des abeilles de France, elle a 30 ans. Elle a été publiée en 1995 par un collègue belge qui s'appelle Pierre Asmont et des collaborateurs. Et cette dernière mise à jour, elle citait la présence en France de 865 espèces d'abeilles sauvages. Donc on disait, il y a 30 ans, on a environ 865 espèces d'abeilles sauvages qui vivent sur notre territoire. Alors depuis ce matin, mes collègues vous montrent à quel point les abeilles sont importantes pour la reproduction des plantes à fleurs, pour la reproduction des plantes à fleurs sauvages et pour la reproduction des plantes à fleurs cultivées, celles que l'on mange. Et c'est quand même leur rôle écologique est absolument crucial et absolument vital, et on est absolument incapable de savoir qui sont-elles, où elles vivent, et qui sont les abeilles qui viennent polliniser nos cultures. Et puis, en France, on avait aussi accumulé un retard par rapport à nos collègues qui publiaient des mises à jour régulières de ces checklists d'abeilles. Alors, il y a l'exemple de la Suisse, il y a l'exemple du Maroc, il y a l'exemple de Chypre, qui ont tous publié comme ça des mises à jour de leur faune d'abeilles sauvages. On n'était pas en retard que là-dessus, on était en retard sur la liste rouge. À ce jour, on est un des seuls pays en Europe qui n'a pas de liste rouge des abeilles sauvages. C'est-à-dire qu'on est incapable de savoir il y a combien d'espèces qui sont en danger, il y a combien d'espèces qui sont en déclin, il y a combien d'espèces qui sont vulnérables, on peut pas le savoir. Donc ça, c'était un peu le bilan que l'on faisait à l'époque en 2020. Alors bien sûr, il y avait plein d'initiatives locales qui étaient en cours. L'Observatoire des abeilles, qui est une association que j'ai présidée pendant 4 ans et qui a été cofondée par Bernard Fessière, qui est ici, s'est donné pour mission justement d'améliorer la connaissance des abeilles sauvages. Et il y a eu plein de papiers qui ont été notamment publiés dans notre revue collaborative qui s'appelle Osmia et qui mettait à jour la connaissance des abeilles sauvages dans le massif armoricain, la liste préliminaire des abeilles de Franche-Comté, la liste préliminaire des abeilles du Lot, etc. Et où on en est en 2025, je peux vous dire qu'en 2025, rien qu'en 5 ans, il y a eu un effort concerté absolument immense qui nous a permis de progresser là-dessus et qui va vraiment nous permettre de progresser dans les années qui viennent. Alors en 2025, on en est où ? Déjà, il y a eu énormément de projets européens qui ont été financés sur ces questions de biodiversité des abeilles sauvages, notamment le projet Safeguard, le projet Orbit, le projet Taxofly. Il y a eu plein de projets qui ont été financés et qu'on boosté un labo qui est un labo belge, qui est le laboratoire de Mons. Et ce labo belge, il est francophone et donc ils ont un peu joué le rôle de grand frère pour nous dire voilà par quelles étapes vous devez passer pour progresser, et puis ils nous ont permis de nous intégrer aussi dans des gros financements européens. Et ça a été vraiment ça a été la grosse mise le pied à l'étrier pour progresser. Alors en 2023, on a publié avec plein de collègues une première liste des 3000 espèces d'abeilles et de cirques présentes à l'échelle du continent européen. Donc déjà, c'était une première liste taxonomique dans laquelle on montrait notamment que la France, c'était le pays le plus riche en termes d'espèces pour les diptères syrphidés, et c'était aussi le 3e pays le plus riche pour les abeilles sauvages. Alors pourquoi la France est particulièrement riche ? Notamment parce qu'on a une grosse diversité d'habitats, une grosse diversité de climat. On a du climat méditerranéen, on a du climat montagnard, on a du climat atlantique, ce qui nous permet d'avoir une diversité de milieux, et qui dit une diversité de milieux dit une diversité de plantes, et qui dit une diversité de plantes dit une diversité de pollinisateurs. Et puis enfin, alors ça on est hyper fiers parce que avec pas mal de collègues, on a enfin mis à jour 30 ans après la checklist des abeilles de France. Et donc elle a été publiée il y a 1 mois et demi à peine, et donc c'est une collègue du muséum, Lise Repars, qui a l'idée ce projet, et qui a été publié dans le journal de l'Observatoire des abeilles, et donc c'est la mise à jour de la liste taxonomique des abeilles de France. Donc je peux vous annoncer que voilà, vous avez la primeur, en tout cas c'est seulement la 2e fois en conférence que je le dis, on a 983 espèces d'abeilles en France à ce jour. Et je peux vous dire que c'est ce qui a marqué dans la liste, dans la checklist, mais elle est déjà obsolète, cette checklist, parce qu'une checklist, ça vit, ça se modifie au fur et à mesure des nouvelles découvertes, des nouvelles découvertes en ADN aussi. En fait, il y a des espèces qui sont différentes et qu'on n'avait pas remarqué parce qu'elles sont cryptiques, elles ont pas tout à fait le même génome. Et puis il y a des nouvelles espèces que l'on a nommées récemment. Donc on en est aujourd'hui à 985 en réalité. Donc une première checklist.
Des checklists régionales. L'OPI a récemment publié, en partenariat avec des associations, notamment l'Observatoire des abeilles, en partenariat avec le Muséum, IUS Paris et le laboratoire de Mons, une checklist des abeilles de la région Île-de-France qui liste, je sais plus exactement, peut-être Prisca, tu pourras me dire, je sais plus exactement le nombre d'espèces qu'il y a dedans. On a publié, nous, avec quelques collègues, une checklist des abeilles des îles bretonnes. Alors ça, c'était un sacré boulot. Ça nous a pris énormément de temps. Alors on est allé sur ces petites îles bretonnes. Donc c'est Violette Leféon qui a l'idée de ce travail. Et on a fait une revue de la littérature. Et puis on est allé rééchantillonner certaines îles. Alors on n'a pas tout, hein, évidemment. L'île qu'on a le plus prospectée, c'est l'île de Groix, où on a quand même trouvé 113 espèces. Donc l'île de Groix, elle est à 15 km du continent. Elle fait 15 km². Donc elle est toute petite. Et il y a quand même 113 espèces d'abeilles sauvages qui vivent sur cette simple île de 15 km². Évidemment, il reste encore beaucoup de choses. On n'a pas de données sur Bats, on n'a pas de données sur Bréa, on a très peu de données sur Saint, etc., mais c'est déjà un travail préliminaire. Nos collègues d'Anthropologia, qui est une association qui travaille dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, ont publié très récemment le premier atlas des bourdons d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ils ont accompagné cet atlas des bourdons d'une liste rouge des bourdons d'abeilles Rhône-Alpes, qui montre notamment que environ 30% de ces espèces sont menacées, soit sont vulnérables, soit sont menacées directement d'extinction. Donc 30% des 48 espèces de bourdons à l'échelle nationale. Et puis enfin, on peut vous annoncer qu'on a une base de données qui liste toutes les occurrences d'abeilles ayant jamais été enregistrées par des scientifiques, des naturalistes ou des amateurs. On a enfin cette base de données qui existe au sein de l'Observatoire des abeilles en collaboration avec le Muséum. Et cette base de données, elle liste, alors ne vous fiez pas aux chiffres. Ici, il y avait marqué 775 000 données. En fait, il y a Madame Maé qui est dans le fond de la salle, son travail, c'est de justement faire du cleanage de cette base de données parce qu'il y a beaucoup de doublons. Donc en fait, en réalité, on est autour de 500 000 données historiques des abeilles de France. Alors, vous imaginez 500 000 données quand on parle à des botanistes comme vous, c'est extrêmement peu et c'est pourtant ce qu'on a réussi à récupérer en allant vraiment creuser dans les musées, dans les collections personnelles des entomos, en allant rééchantillonner certains points, en allant dans les labos, prendre tous les projets de recherche qui avait été fait. Et ça, alors voilà un petit exemple de la base de données. Alors c'est quand même une base de données très pratique. On peut cliquer sur une maille UTM. Sur cette maille UTM, on sait exactement qui sont les personnes qui sont allées capturer les abeilles. Alors j'ai pris totalement au hasard sur le parc national des Calanques, où j'ai travaillé pendant 10 ans. Et donc on a les références du spécimen, où est ce spécimen, avec quelle plante il a interagi, à quelle date, quel jour, etc. On a également depuis peu une base de traits des abeilles sauvages. On a mesuré tout un tas de traits morphologiques de ces abeilles sauvages, la taille de leur corps, la taille de leur langue, la taille de leurs ailes, leur mode de nidification, leur phénologie, où elles nichent, etc., qu'on a regroupé dans une immense base de données qui est actuellement en révision dans un journal scientifique. Donc là, c'est la version qui n'est pas encore publiée. Donc là, c'est la version qui est sous embargo, mais on espère qu'elle va être publiée dans très peu de temps. Donc qui s'appelle Bee-Funk, donc qui est une base de données des traits des abeilles sauvages. Voilà un exemple de ce qu'on peut faire. Alors on peut faire des corrélations de traits comme ça, de savoir, par exemple dans une famille, si vous avez la famille des andrènes, alors quels sont les traits les plus corrélés dans la famille des andrènes. On peut faire tout un tas de trucs avec cette base de données qui, j'espère, sera utile dans le futur. Il y a eu plein de programmes qui ont été mis en place. Le projet Flower Power avec Mathilde et Alice qui sont là, le handbook pour la mesure des traits des plantes, le projet européen pour les réseaux de plantes pollinisateurs. Un projet qui me tient particulièrement à cœur, c'est de savoir quels sont les pollinisateurs qui viennent sur les cultures. Donc c'est le projet Cropole, où là on liste tous les pollinisateurs qui viennent sur chacune des cultures. On essaie d'avoir un peu comme ça une carte d'identité des pollinisateurs pour chaque culture, pour savoir de qui sont dépendants ces cultures pour la reproduction. Le projet ID My Bee, lancé par Adrien Perrard, qui est un projet d'intelligence artificielle pour pouvoir aider le plus grand nombre à identifier les abeilles sauvages sur le terrain, etc. Et puis aussi, il y a de plus en plus de plans en faveur des insectes pollinisateurs et de la pollinisation, des plans régionaux, des plans nationaux qui se font. Il me manque une diapo ou quoi? Est-ce qu'il me manque la diapo? J'ai oublié le diapo sur la liste rouge? J'ai peut-être oublié le diapo sur la liste rouge. Et enfin, il y a actuellement
un projet de liste rouge mené par Lise Repars et le muséum et plein d'autres gens. On va avoir enfin une liste rouge des abeilles de France publiée à l'horizon 2027. Donc vous voyez que ça, c'est des centaines d'heures à mettre ensemble toutes les associations naturalistes, le Grécia, l'OPI, l'Observatoire des abeilles, etc. Et c'est cet effort concerté qui a été en partie possible grâce au financement du plan national pollinisateur qui s'arrête en 2026. Et dans ce plan pollinisateur, il y a plein de choses qui sont mises en place, mais il n'y a pas le principal, à savoir des mesures fortes pour la protection finalement de ces insectes pollinisateurs. Parce qu'on en a encore là, on a accumulé de la connaissance, on commence à savoir qui vit où, à pouvoir objectiver le déclin à l'horizon 2027, à connaître leurs traits, leur mode de vie, etc. Mais il va falloir maintenant passer à l'étape suivante, à savoir objectiver le déclin et surtout se tourner vers la restauration des milieux. Et pour objectiver le déclin, il y a un gros travail encore à faire pour former des taxonomistes sur toutes les espèces de pollinisateurs, abeilles sauvages, mais également sur les mouches, sur les cirfes, sur les papillons, sur tous les groupes d'insectes qui viennent visiter les fleurs. On est dans un déficit, on est ce qu'on appelle dans un verrou taxonomique, on manque énormément de gens qui sont capables de donner un nom à ces abeilles. C'est un des plus gros problèmes actuellement que l'on a, c'est qu'on a trop peu de gens qui sont capables de les nommer. Et puis, il y a un gros projet, peut-être que vous avez entendu parler, un gros projet européen qui s'appelle EUPOMS, qui vise justement, dans tous les pays européens, à objectiver ce déclin des pollinisateurs. Donc en France, il y aura le projet actuel, c'est dans plus de 200 sites, venir pendant 8 mois de l'année faire des transects, des inventaires de pollinisateurs pendant 30 ans, et avec à la clé des amendes si la France ne met pas en place des mesures qui permettent de ralentir ou au moins d'inverser ce déclin. Donc c'est vraiment le gros projet européen, c'est dans le projet de loi de restauration de la nature, il y a ce projet européen qui va nous permettre d'objectiver concrètement le déclin. Demain, on espère pouvoir produire un atlas de ces abeilles de France. Pour l'instant, on n'a pas le financement, mais un jour, on espère avoir le financement pour pouvoir avoir un énorme bouquin pour les 985 espèces, savoir qui elles sont, où elles vivent, etc., pour pouvoir le produire. Et puis, il va falloir mettre en place des projets politiques qui prennent en compte les pollinisateurs dans les mesures d'aménagement et dans les mesures de restauration. Alors ça, c'est encore en débat, mais évidemment, il y a un énorme boulot là-dessus sur vivre avec les pollinisateurs, avec les plantes à fleurs, pour pouvoir leur permettre de se maintenir dans le temps et l'espace, et qui sait pouvoir même améliorer l'état écologique de leur population. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu que on a fait énormément de boulot, mais qu'il y en a encore énormément à faire, et que cette connaissance, elle requiert beaucoup d'énergie, et voilà, on s'y met, et comme on dit en breton, à tout, ça veut dire toute voile dehors. Merci. Alors, merci beaucoup, Benoît, pour cette présentation. On va passer directement à la discussion parce que Benoît va nous quitter un peu. S'il y a des questions dans la salle. Bonjour, Luc Vandevelde, SNHF. J'ai une question qui est peut-être un peu politique. Avez-vous rencontré la FNSEA et les députés par rapport à ce qui se passe actuellement ? Puisque vous faites très très bien de me poser cette question, je vous en remercie parce que j'avais prévu de le dire dans mon discours et je l'ai pas dit. Donc écoutez, vous le rappelez, c'est très bien. Oui, effectivement, il y a ce projet de loi, la loi dite Duplon, qui est actuellement sur les bancs de l'Assemblée. Alors que vous dire que on est dans une période de temps, dans un moment de temps qui est éminemment anxiogène et obscurantiste pour l'aspect scientifique, de la connaissance scientifique. On est sur un retour en arrière, alors pas que sur le plan de la biodiversité, sur le plan du climat, c'est exactement pareil avec les projets d'autoroutes, de méga-bassines qui continuent. On en a parlé précédemment. Cette loi, elle est évidemment mortifère. Il n'y a pas de débat là-dessus. On a écrit des tribunes avec des collègues dans les journaux. Je fais énormément de conférences grand public. Je veux dire, ce matin j'étais au siège du CNRS. Hier j'ai fait une conférence grand public devant. On essaye de faire un maximum de choses, mais malheureusement les lobbies sont très puissants. Le lobby principal étant évidemment celui de la FNSEA, qui n'est pas un syndicat agricole. C'est un lobby violent qui plus est. Quand on s'oppose à leurs idées, ils n'hésitent pas à aller
déversés. Vous savez, ils devraient être condamnés pour plein de choses qu'ils ont fait. Et donc voilà, malheureusement, c'est un peu le marteau de terre contre le. Je sais plus l'expression, contre le marteau de pierre. Oui. Ouais. Le pot de fer, le pot de terre contre le pot de fer. Merci. Très bien, merci beaucoup. Merci. Oui, Benoît. Juste une petite question. Avec tout ce que vous avez fait déjà sur les îles, les îles en Bretagne, tu es pas sans avoir vu cette publi sortie sur ce qui se passait sur les îles, enfin une île à côté de la Sardaigne, je crois, avec ou sans Apis. Ouais, bien sûr. Je voulais savoir si c'est quelque chose que vous comptez faire aussi. Avec le travail sur les îles bretonnes, parce que ça paraît être une situation idéale, quoi, pour arriver à faire quelque chose de plus loin, plus fort que ce qu'ils ont fait. Ouais, c'est. Alors à Groix, c'est tellement particulier. Je suis obligé de prendre l'exemple de Groix pour te répondre à cette question. Parce que à Groix, c'est le site qu'on a le plus visité avec Violette. On y allait 4 fois. C'est vraiment un endroit qu'on connaît bien. Mais c'est tellement particulier parce qu'il y a une apiculture qui est respectueuse depuis des dizaines d'années où ils n'ont qu'un seul génotype d'une abeille noire qui est pure à 99,8% pour reprendre leurs termes, etc. Avec une apiculture extrêmement traditionnelle, extrêmement maîtrisée et surtout avec quelque chose qui est du rarissime, c'est des colonies sauvages d'abeilles domestiques. C'est un des derniers endroits en France où, à ma connaissance, il y a des colonies sauvages qui sont pérennes. C'est pas des colonies sauvages d'un essaim qui vivent 2-3 ans et qui s'éteignent. C'est des colonies sauvages qui sont là depuis plusieurs dizaines d'années pour certaines. Donc c'est un endroit tout à fait exceptionnel. Il est vrai que on pourrait, avec toutes ces îles-là, aller expérimenter sur des îles où il n'y a pas du tout d'abeilles domestiques et sur des îles où il y a des abeilles domestiques. Mais on est tellement loin de la situation sur le continent, si tu veux, où on a une apiculture qui est dérégulée avec des ruches tu connais ça par cœur, avec des reines qui viennent du Chili, etc. C'est vraiment compliqué et difficile à comparer. Donc, sans doute la meilleure solution, ce serait de travailler sur des îles en partenariat avec des apiculteurs pour qu'ils puissent déplacer leurs ruches temporairement pour voir si l'activité revient. Là, on pourrait le faire, mais ça demande quand même un gros projet et de la logistique qui est assez dur à mettre en place. Merci. Vous n'avez pas parlé des prédateurs des abeilles, donc le frelon asiatique entre autres. Et donc il y a à la fois un nombre de chasseurs de plus ou moins important selon les secteurs et qui n'arrêtent pas même la chasse après le 31 mai puisque théoriquement, le 31 mai, on doit ranger tous les pièges jusqu'au mois de mars l'année prochaine. Alors, vous posez l'impact du frelon asiatique ou l'impact des chasseurs au frelon asiatique? C'est quoi les deux? Le frelon asiatique, c'est un prédateur qui est ça dépend des publics, donc je peux pas dire ça. Il n'y a pas de méta-analyse qui est sortie actuellement sur le sujet, mais qui semble avoir une grosse préférence pour l'abeille domestique et dans son régime alimentaire, il y a quand même une grosse préférence pour l'abeille domestique. Il est capable de manger des pollinateurs sauvages, mais il y a quand même une grosse préférence alimentaire pour l'abeille domestique dans son régime alimentaire. L'impact sur les populations de ce prédateur-là, je les connais pas, elles sont pas mesurées à ma connaissance. Je pense pas que ce soit énorme, très honnêtement, l'impact du frelon asiatique sur les populations d'abeilles sauvages, vraiment. L'impact du piégeage des frelons sur les abeilles sauvages, c'est pas mesuré non plus, mais très honnêtement, avec mon collègue Hugues Mouret d'Arthropologia, on a vidé pas mal de nids, de pièges pour les frelons asiatiques, et je vous assure qu'ils sont loin d'être spécifiques aux frelons asiatiques. On va trouver tout un tas de mouches, tout un tas de guêpes, tout un tas de trucs qui n'ont rien à voir avec le frelon asiatique dedans. Philippe Morin-Chevillet, on n'a pas tellement entendu parler dans les 3 exposés que vous avez faits, finalement des insectes provenant d'autres continents, enfin insectes dits invasifs, par rapport notamment à l'introduction de plantes ornementales qui pourraient favoriser aussi ces insectes. Et là, dans la liste des insectes que vous avez évoqués, quelle est la part de ces insectes introduits qui pourraient poser problème pour la faune endémique? Alors, excellente question. On a
beaucoup de chance en Europe. Alors on a nous on a envoyé plein d'espèces exotiques partout dans le monde. On est très fort. Par exemple le bourdon terrestre, on l'a envoyé absolument partout. Il est devenu exotique partout où il est allé. Il a fait des dégâts. Moi j'ai fait mon post-doctorat en Patagonie et le bourdon terrestre qui est de chez nous, il est arrivé en Patagonie. Il a quasiment éradiqué le plus grand bourdon du monde qui s'appelle le Bombus d'Albomi, qui est un bourdon magnifique, tout roux, etc. Alors nous on a de la chance sur l'aspect uniquement abeille, qui est mon domaine de discipline, donc je vais rester là-dessus. On n'a que 2 espèces d'abeilles exotiques en France et une dizaine en Europe. En France, on a Megachilles culturalis, qui est une espèce d'abeille exotique qui adore nicher dans les hôtels à insectes, qui est quasiment spécialiste des hôtels à insectes. Elle aime vraiment beaucoup ça. Et Xylocopa pubescens, qui a été vue une fois et qui pour l'instant semble s'implanter au nord de la France, vers Lille. D'accord. Ensuite, il y a à l'échelle européenne, il y en a un peu plus. Il y a d'autres espèces de xylocopes. Il y a une autre espèce de mégachile qui s'appelle Megachile disjunctiformis, qui est en Italie. Et puis on a eu une nouvelle espèce d'abeille sociale aussi. Alors ça, c'est tout à fait nouveau, qui est arrivé à Malte cette année, qui s'appelle Apis florea, donc qui est la cousine d'Apis mellifera, l'abeille mellifère. Et Apis florea, c'est une abeille qui produit du miel, qui a des petites colonies d'environ 6000 individus. Alors on est loin d'Apis mellifera, qui est 20 000 à 80 000 individus. C'est 6 000 individus et c'est des colonies qui nichent dans les arbres. Pour le coup, c'est une espèce assez arboricole. Et toujours pour les frelons, j'ai rencontré un apiculteur de la presqu'île de Ruisse, ouais. Et donc qui a distribué lors d'un événement de nature 150 bouteilles avec un filtre pour calibrer, pour qu'il y ait que les frelons asiatiques qui rentrent dedans. Bon, il y a eu quelques frelons donc domestiques qui sont rentrés aussi, et il a un code barre et on l'informe du nombre de captures qu'on peut avoir. Et il dit qu'il faut mettre que du cidre. Alors ça, c'est pas officiellement, parce que officiellement il nous a expliqué que le Fredon Bretagne et les ministères l'imposent à dire faut mettre un tiers de sirop, un tiers de bière brune, un tiers de je sais plus quoi. Il dit non, vous mettez 1 centimètre de cidre que vous changez tous les 15 jours, ça suffit largement et c'est aussi efficace. Et donc moi je lui tire mon chapeau, parce que quand on a affaire justement dans la région où j'habite, dans le Morbihan, les gens, les chasseurs de frelons se comportent un peu comme les tueurs, les chasseurs qui vont contre les animaux les plus féroces de la terre, quoi. Ouais. C'est quand même dommage, parce que quand on les voit crever dans le fond de la bouteille pendant des jours et des jours et des jours, bon, on se demande pourquoi on met des pièges, quoi. Ouais, alors, si vous voulez mon avis sur la lutte contre le frelon asiatique au sens large, je pense que cette lutte, elle est perdue. Il faut arrêter de faire ce genre de choses, parce que le frelon, il est abondant, très abondant, il est bien installé chez nous. Je veux dire, vous connaissez très bien le Morbihan, vous allez sur n'importe quel étal de marché aux poissons pendant la pleine saison du frelon asiatique, vous avez des centaines de frelons qui sont sur les étals des poissonniers et qui viennent chercher du poisson. Le frelon, il est même arrivé sur Groix et il a décimé une partie des colonies sauvages. Penser qu'on va réussir à lutter contre le frelon asiatique, c'est un peu comme penser qu'on va réussir à lutter contre la Jussie ou contre la renouée du Japon, qui est des espèces que vous connaissez vachement mieux que moi. Et on n'y arrive pas vraiment, quoi. Ces espèces, une fois qu'elles sont là, elles sont là. Ouais. Et puis bon, c'est un peu aussi, c'est un peu toujours étrange de avoir une vraie politique de prévention de l'installation des abeilles exotiques, avec une vraie politique douanière qui va chercher effectivement si les importations d'espèces, parce que attention, on continue à faire n'importe quoi avec les importations d'espèces. Moi, j'ai travaillé en Nouvelle-Calédonie. Il y a des mecs qui veulent faire venir le bourdon terrestre en Nouvelle-Calédonie pour polliniser les tomates. Ils veulent faire venir des osmies. Il y a un mec à côté de Toulouse, il voulait faire venir des mélipones de Guyane pour faire du miel de mélipone. En fait, ça arrive tout. Il y a toujours des mecs des gens qui veulent faire ça, en fait. Et cet aspect prévention et cet aspect, on va dire, biosécurité, il est éminemment important. Mais et la gestion au tout début de l'invasion aussi. Typiquement, le frelon oriental, Vespa orientalis, il est arrivé à côté de Marseille il y a quelques années, et les premiers nids ont été détruits tout de suite. Bon, là, premier nid, on fait de la prévention, on fait de la prophylaxie. Par contre, une fois qu'une espèce est aussi abondante, en fait, c'est du massacre de masse un petit peu quand même.
Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. On va s'arrêter là.